dans les traitements de texte, cette fonction de justification. Eh bien, la justification, c'est ça, c'est-à-dire le fait que tout s'aligne convenablement et que tout est juste au sens où c'est ajusté. Et donc, la controverse est un espace où un acte ou une action collective de justification. Alors vous me direz, tout n'est pas justification, tout n'est pas controverse, tout n'est pas en train de débattre de la justesse ou de la justice, du caractère juste des choses. C'est effectivement le cas. La plupart des actions sociales, et la grande majorité des actions sociales, ne nécessitent pas de justification. Il n'y a besoin de justification ou de controverse que dès lors qu'il y a une rupture de l'état de justice, ou plus exactement de l'état de justesse. Puisque une action normale qui se passe naturellement et de façon routinière ne répond pas à une logique de justice, mais simplement une logique de justesse. C'est-à-dire que tout le monde trouve, sans avoir besoin de l'exprimer, sans avoir besoin de le discuter, que c'est juste. Autrement dit, c'est juste, ça va. C'est bien ajusté. C'est bien ajusté du point de vue des valeurs qui animent cette situation. Si je vous prends un exemple simple, qui est le fait de donner cours, ce que je suis en train de faire en ce moment, non plus devant une caméra pour vous, mais devant un public en présentiel, comme on dit, eh bien, tout se passe normalement, les étudiants ne rechignent pas, ne grognent pas, ils prennent des notes, ce qui peut être la même chose de vous-même d'ailleurs, mais quand on est en présentiel, on a un retour visuel, et le cours commence au début, il finit à la fin, les étudiants sont contents ou pas du contenu, mais enfin il y a du contenu, donc même si leur contenu ne leur convient pas, il y a du contenu qui est de la sociologie, et c'est pas, on leur raconte pas des histoires, on leur fait pas on raconte pas des histoires pour enfants ou on leur raconte pas le dernier match de foot. Donc la situation leur paraît juste, c'est-à-dire d'être conforme aux attentes de la situation. Et donc on est dans un état de justesse. En revanche, après qu'on a fait passer des examens, on attribue des notes, et là, certains des étudiants estiment que les notes sont injustes. Et donc vont venir rouspéter, ce qui est une ébauche de controverse, début de controverse, mais ils vont venir dire, voilà, j'ai une très mauvaise note, je ne comprends pas, ça n'est pas juste. Auquel cas, l'enseignant que je suis va leur donner à lire leur copie, leur dire, regardez, voilà ce que vous avez fait, leur donner à corriger ou leur expliquer ce qui ne va pas. Et dans la plupart des cas, les étudiants vont comprendre et finalement dire effectivement la note est plus ou moins juste. Certains n'en démordront pas et considéreront qu'ils sont des victimes éternelles d'une injustice terrible de l'enseignant. Mais tant que ces choses-là restent à un niveau individuel, la controverse reste tout à fait mineure. Ça devient problématique si l'ensemble des étudiants, ou une grande partie des étudiants, commencent à revendiquer, à dire ça ne va pas, et si on a 40, 50 étudiants qui se pressent à la porte pour dire j'ai eu une mauvaise note, je suis pas content, ça pose problème à l'enseignant. Ça ne veut pas dire qu'il va changer ses notes, mais ça veut dire qu'il va devoir s'en expliquer, s'en justifier, c'est-à-dire rétablir la justice collectivement, à un autre niveau, y compris en mobilisant ses collègues. Et puis parfois, ça peut donner lieu, ça arrive parfois, et d'ailleurs les grands mouvements étudiants partent souvent de là, et à une indignation par toute la promotion qui dit voilà, qui fait grève, qui fait une pétition, qui s'en réfère au directeur département, au directeur de l'UFR, au président de l'université, et qui demande à ce que les notes soient changées. Et là, on a affaire à une vraie controverse avec cette idée que les notes ne sont pas justes et que les principes que le professeur qui a rendu ces notes
doit indiquer pourquoi il a donné des notes aussi mauvaises, sachant que la référence, ce sont les notes des autres professeurs qui eux, montrent l'exemple de ce qui est juste. Donc voilà, hein, il peut y avoir des ruptures de justesse en permanence, mais elles sont finalement assez rares. Mais ce qui intéresse le sociologue, c'est de les examiner, ces ruptures de justesse, donc que sont les controverses, un peu constituées, parce que elles sont révélatrices des valeurs sous-jacentes qui sont présentes dans le quotidien et qui constituent l'action au quotidien, et le système d'équilibre d'une société. Sachant que les controverses constituent des moments de rupture de l'équilibre et qui donnent lieu ensuite à un rééquilibrage, mais donc des éléments très révélateurs de la dynamique sociale, c'est-à-dire du changement, de transformation des régimes d'action et des registres de valeurs. Alors, comme je l'ai dit, hein, et pour terminer sur cette question de controverse, ces controverses peuvent se situer à toutes sortes de niveaux, de la dispute interindividuelle, interpersonnelle, qui peut donner lieu à un règlement par toutes sortes de moyens, mais où tout le monde doit exprimer son mécontentement et trouver une solution, à un mouvement politique majeur, des manifestations, des grandes controverses politiques autour de grands enjeux, comme au moment où je vous parle, par exemple, il y a un projet de réforme de réforme du Code du travail, avec des grandes réformes proposées par le gouvernement actuel, celui de Manuel Valls, et il y a un refus, une montée de bouclier contre cette réforme, venant des syndicats, venant de certains courants politiques, mais venant aussi qu'on pourrait appeler la société civile, à travers des pétitions, à travers des mouvements sociaux dans les universités ou ailleurs. Alors je ne sais pas ce que ça donnera, vous le savez peut-être parce que vous écoutez mon propos plusieurs mois, voire un an après que je l'ai enregistré, mais ça constitue typiquement un espace où il va y avoir des rééquilibrages qui s'opèrent au niveau politique, au niveau de l'organisation qui est très importante, c'est l'organisation du travail au quotidien des acteurs sociaux dans leurs entreprises. Et la question du chômage, qui se veut être la question sous-jacente dans ce projet, l'idée étant de contribuer à résorber le chômage, eh bien en réalité, donc, ce changement s'opérera ou non, mais la controverse est très intéressante parce que elle développe, enfin chacun développe des arguments sur différents registres pour donner son opinion, mais plus au-delà de donner son opinion, faire infléchir les règles qui vont être adoptées pour qu'elles soient justes, c'est-à-dire conformes à ce que les uns et les autres considèrent comme le régime de justice. Et puis, bien sûr, il y a des débats qui sont très locaux. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'aménagement dans une rue ou dans un quartier. Ça peut être aussi dans une entreprise, ou dans une entreprise, on décide de faire telle ou telle chose, par exemple de licencier quelqu'un, mais aussi de changer les conditions de travail, etc. Et que le personnel peut trouver ça extrêmement injuste et exprimer son mécontentement d'une manière ou d'une autre, qui peut être des manières tout à fait inattendues, c'est-à-dire on pense à la grève, on pense à la revendication, on pense à la menace de grève, etc., au mouvement syndical. Mais il y a des choses qui intéressent le sociologue et qui sont beaucoup moins classiques. Je pense par exemple ce que certains sociologues appellent la grève froide, qui est le fait que les gens se mettent en maladie et qui travaillent un minimum, etc., qui est une expression du mécontentement, ou évidemment les tentatives de suicide dans certaines entreprises, qui est une expression individuelle du mécontentement, mais qui, quand il s'accumule, devient une expression collective.
du mécontentement, avec derrière donc une controverse sur, par exemple, le stress au travail, c'est en réalité une dégradation des conditions de travail, des cadences en termes d'intensification du travail, qui sont des objets de controverse en termes de justice qu'on va trouver dans les entreprises en général. Alors, revenons-en donc aux économies de la grandeur, c'est-à-dire à la théorie de Boltanski et Thévenot, qui traite de ces controverses, mais à partir de ces controverses, établissent une théorie des différents régimes ou registres de grandeur, c'est-à-dire de valeur, de référence en matière de ce qui est juste ou injuste, donc de justification, et qui donc se décline en plusieurs registres que les auteurs identifient très précisément, et qu'ils dénomment cité, appellation un petit peu obscure, celui de registre convient mieux à mon sens, parce que les registres, c'est sûr qu'on joue comme on joue de la musique, mais l'idée d'une cité paraît plus concrète, et en réalité, ça renvoie à quelque chose d'assez abstrait, comme vous pouvez le constater. Mais cette idée de cité, ça oblige justement à faire rupture et à se situer sur un niveau d'abstraction particulier qui permet de comprendre au mieux, en tout cas de s'approprier la logique de cette théorie. Alors, ces cités, d'après les auteurs, sont au nombre de 6 principales. On peut après en trouver d'autres, mais il faut juste à ce moment-là en démontrer la réalité. Et démontre la réalité de ces 6 cités en montrant comment elles se sont constituées au fil de l'histoire, en tout cas en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis, dans le processus de constitution des démocraties modernes, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est totalement inhérent à la démocratie, puisque ça suppose un débat public à tous les niveaux, que ce soit au niveau très local, dans une entreprise, dans un quartier, etc., ou que ce soit à un niveau national, voire international, au niveau de l'Europe, par exemple. Bien. Donc, ça suppose de la démocratie, et donc la démocratie est née d'une certaine pensée, notamment la pensée des Lumières au XVIIIe siècle, et les auteurs montrent comment ces différents registres de valeurs et de références se sont constitués dans cette histoire de la pensée démocratique depuis le XVIIIe siècle. Et comment ils sont opératoires aujourd'hui dans l'action quotidienne, avec cette idée que pourquoi y aurait-il différents registres? Parce que dans un même débat, dans une même controverse, dans une même action, dans une même logique, processus social, disons, eh bien, ces registres de justification se côtoient, sont parallèles, mais ne s'ajustent pas de la même façon. Et on peut passer de l'un à l'autre dans le débat, et qui fait que, finalement, les gens ne parlent pas tout à fait de la même chose, mais qu'on saute d'un registre à un autre sans arrêt, et que pour que l'action sociale soit stabilisée, il faut que tous ces registres se rejoignent, non pas dans un discours commun, mais dans un état de stabilité, dans un état de justice qui soit partagé entre eux. Alors, je vais vous présenter ces 6 cités, parce qu'il faut les connaître, parce que c'est le cœur de la théorie de Boltanski et Thévenot, qui est utilisée par beaucoup de chercheurs dans l'explication du monde et dans la recherche. Et il n'est pas besoin de les connaître par cœur, mais il est besoin d'en comprendre la logique. Et donc, je vais vous la présenter succinctement. Et si vous voulez en avoir, la saisir un peu mieux, d'une part, vous avez le texte
directs de Boltanski et Thévenot qui traitent de ces cités, de leurs principes dans le texte que vous étudiez en travaux dirigés. Mais je vous renvoie aussi l'ouvrage de Philippe Corcuff qui est assez pédagogique en la matière et qui présente fort bien les cités de Boltanski et Thévenot. Alors voici donc les 6 cités en question, telles qu'elles sont dénommées par les auteurs. Donc la cité civique, la cité industrielle, la cité domestique, la cité dite de l'opinion, la cité marchande et la cité dite inspirée. Alors pour des raisons pédagogiques, pour essayer d'expliquer quelle est la logique propre à chacune de ces cités, j'ai dans ce tableau qui est de ma propre confection, hein, et que vous ne trouverez pas dans l'ouvrage de Boltanski et Thévenot, j'ai décliné des régimes d'action, des exemples pour mieux voir à quoi cela renvoie, des objets auxquels cela renvoie, et l'échelle de mesure qui est très importante, d'échelle de ce qui est juste et injuste sur chacun de ces registres de valeur. Et de toutes ces terminologies, hormis celle de la première colonne des cités, toute cette terminologie, c'est celle que j'utilise moi-même pour vous expliquer. Elle n'est pas forcément présente en tant que telle dans les textes des auteurs. Alors, la cité civique, de quoi s'agit-il? Eh bien, ça fait référence aux valeurs en matière de ce qui est collectif et politique. C'est-à-dire que, finalement, c'est l'organisation civique, hein, de la société dans son ensemble, de la cité dans son ensemble, qui suppose que certains prennent en charge cela et que des valeurs communes soient définies. Ces valeurs communes, elles vont être présentes dans le droit, mais le droit, c'est le produit de décisions politiques et c'est le produit de valeurs communes. À partir de quand est-ce juste de faire telle ou telle chose, et que ce soit des politiques de la ville, que ce soit des politiques de sécurité, de ce qu'on voudra. Donc la question n'est pas ici de dire que la cité civique est présente que pour les questions de sociologie politique. Elle peut être présente dans n'importe quel enjeu, mais c'est à un moment donné, c'est un argument, un registre d'argumentation qui va être mobilisé ou pas par les acteurs sociaux pour traiter d'une question, quelle qu'elle soit, sur un registre civique, c'est-à-dire estimer que c'est juste d'un point de vue du civisme, qui peut être, par exemple, de faire un tri, le fameux tri des déchets, hein, faire le tri des déchets, c'est un acte civique. On va vous dire que c'est civique que de trier ces déchets. Et donc cette action, qui est vraiment l'action la plus banale qu'on puisse se faire, jeter des ordures, devient un acte civique à partir du moment où on a considéré à un moment donné que le tri était nécessaire et que c'était valable. Et donc, vous avez tout un discours sur le tri des déchets, que vous pouvez avoir d'ailleurs au sein de la famille, mais qui se réfère à un registre essentiellement civique. D'accord ? Seconde cité, la cité industrielle. Alors, la cité industrielle, ça renvoie à quoi? Ça renvoie non pas à l'industrie, hein, non pas à une activité réelle, mais à un registre, là encore, de référence. Un registre de référence dont l'idée principale, c'est pas tellement d'être civique, c'est ici d'être efficace. C'est-à-dire que l'action produise quelque chose d'utile et de correct, si vous voulez, qui soit conforme aux valeurs de l'efficacité. Autrement dit, on l'appellera industriel parce qu'évidemment, dans l'action économique et des entreprises, mais aussi dans la fonction publique, hein, c'est quelque chose qui va faire sens. C'est-à-dire qu'on attend des gens
que ce qu'ils font donne lieu à un résultat qui soit efficace, correct, utilisable, etc. Si vous demandez à un collègue de vous rendre quelque chose, eh bien, il faut qu'il le fasse de préférence le plus vite possible, qu'il n'attende pas 2 mois, parce que ça va retarder votre travail, et que ça soit exploitable, c'est-à-dire que vous ne soyez pas obligé de retravailler derrière. Voilà. Hein. Donc, attendre qu'il ait bien travaillé, ou que quelqu'un ait bien travaillé, c'est attendre qu'il soit efficace. Et donc, là, les valeurs du bien ou du pas bien, et du juste ou du pas juste, tu m'as donné un travail bâclé, c'est pas correct, c'est pas convenable, eh bien, relève de valeurs de type de la cité industrielle. La cité domestique renvoie à des relations de proximité, c'est-à-dire appartenir à un même cercle, mais c'est pas les relations sociales qui sont en cause, c'est la valeur de ces relations sociales. C'est-à-dire ce qu'on attend de l'autre. On peut attendre quelque chose de quelqu'un qui fasse quelque chose par amitié. Ça peut être votre collègue. Votre collègue, si par exemple là vous êtes en difficulté dans votre travail, votre collègue peut dire bon, en ce moment j'ai un peu de temps, je vais t'aider. C'est pas une action civique pour le collectif et la cité. C'est pour l'entreprise, par exemple. C'est pas quelque chose d'industriel. C'est pas un problème d'efficacité, parce que d'une certaine manière, il va pointer votre manque d'efficacité. Mais c'est juste quelque chose qui est juste du point de vue de l'amitié qu'on a, c'est-à-dire c'est un don, un service qu'on rend à l'autre, non pas pour des raisons économiques, pour des raisons mais pour des raisons d'amitié, de proximité, etc. Et évidemment, ça s'appelle domestique, parce que tout ce qui se passe dans l'espace domestique de la famille est justifié par ça. Et par exemple, le fait que les enfants se comportent mal, ou que les parents se comportent mal du point de vue des enfants, on va considérer ça comme injuste. Les enfants vont dire c'est injuste, mais ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif. Hein. C'est pas injuste d'un point de vue efficace, c'est pas injuste d'un point de vue économique, c'est injuste d'un point de vue de valeurs qui sont associées à ce que sont les valeurs de la participation à la vie de famille. Mais le domestique n'est pas simplement une histoire de famille. C'est même pas seulement une histoire de relation de proximité entre amis. Ça peut aller bien au-delà. Par exemple, et j'y reviendrai, le fait d'estimer que les immigrés posent un problème, c'est renvoyer, sans d'ailleurs avoir des raisons autres que le fait qu'ils soient étrangers, c'est renvoyer à une rationalité domestique qui est une rationalité de l'espace domestique national. C'est-à-dire que le domestique, c'est le national. La proximité, c'est la proximité entre Français, entre Allemands, entre Anglais, etc. Et qui dit, voilà, tous ces gens qui viennent là, ils ne sont pas de mon monde. C'est injuste qu'ils viennent chez nous, parce que cet espace-là, c'est nous qui l'avons construit collectivement, et ils viennent prendre nos biens, ou enfin tout ce qu'on voudra comme discours, mais qui est un discours de justice en termes de cité domestique. La cité de l'opinion, en quatrième lieu, est un registre de valeurs qui a à voir avec le fait d'être connu et d'avoir de la reconnaissance par les autres. Dire de quelqu'un c'est un bon collègue, ça ne veut pas dire qu'il est efficace forcément, ça ne veut pas dire que c'est forcément un ami, mais ça veut dire qu'il a de la qualité dans son activité, dans l'entreprise, etc. C'est quelqu'un qui est connu, qui est reconnu pour ses valeurs personnelles et qu'on identifie. Bon. Mais quand je parle d'une personne, je vous dis, voilà, on va dire, par exemple, d'un acteur qui est connu et reconnu, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il est un bon acteur, d'ailleurs.
Mais ça veut dire qu'il est connu. Bon, parce qu'il a pu être un bon acteur et puis il est plus acteur, ou il devient mauvais. Mais il est reconnu parce que tout le monde le connaît et que tout le monde pense qu'il a été un bon acteur à un moment donné. Donc c'est un élément de reconnaissance autour d'une personne, mais ça peut être autour de toute autre chose. Typiquement, par exemple, les marques autour d'objets. On achète des objets, une paire de chaussures, une voiture, une télévision, hein, parce que la marque est connue et reconnue. Et des fois, on est très déçu d'ailleurs, parce qu'on suppose que si elle est connue, c'est parce qu'elle est efficace, parce que ça marche. Mais en réalité, ça marche pas si bien que ça. On est déçu parce qu'on a acheté une grande marque et ça s'est détérioré. Les chaussures se sont détériorées ou il y a des vices, c'est mal fini, etc. Parce qu'effectivement, si je cite les chaussures, c'est parce que c'est particulièrement le cas. Des chaussures que vous allez payer très cher sur un plan marchand, je vais y revenir ensuite, sont d'une faible efficacité dans leur conception parce que fabriqués dans des pays où on paye très mal les salariés, de façon assez incivique d'ailleurs. Mais vous n'allez pas refuser d'acheter ces chaussures par civisme. Sauf si vous êtes civique et vous dites, oh là, je me préoccupe des salariés au Bangladesh. Mais si, du point de vue de l'opinion, vous trouvez que c'est la meilleure marque parce que c'est la plus prestigieuse, et que si vous ne portez pas cette marque, vous allez passer pour un imbécile ou un ringard, passez-moi l'expression, auprès de vos amis, de vos proches, etc., eh bien, vous allez acheter la marque pour la marque, en particulier les chaussures ou les vêtements, hein, parce que c'est prestigieux. Je pense aussi aux voitures, où vous avez une série de marques de voitures prestigieuses, en particulier allemandes, qui sont certainement de très grande qualité technologique, mais où ne sont pas plus que d'autres, peut-être à prix équivalent. Et or, on va acheter celles-là parce qu'elles sont plus prestigieuses, parce que la marque est plus prestigieuse. Donc on est dans la cité de l'opinion. Le jugement, ce qui est juste, le juste prix pour la juste voiture, est lié à la renommée de la marque, et qu'on est prêt d'ailleurs à payer plus cher qu'un prix équivalent d'une voiture technologiquement équivalente, parce qu'on va acheter la marque. Sur une voiture, c'est moins évident. Sur des chaussures, ça l'est très clairement. Des chaussures, ou des vêtements en tout cas, on paye la marque davantage que la qualité du produit. On en vient donc à la cinquième cité, qui est la cité marchande. C'est plus facile à comprendre. C'est-à-dire la cité marchande, c'est le registre économique de valeur, c'est-à-dire celui du juste prix, finalement. Dans un échange économique, on pense typiquement, par exemple, à une transaction qui va avoir lieu où on va négocier le prix entre l'acheteur et le vendeur, que ce soit sur un marché, mais que ce soit aussi entre deux entreprises, un fournisseur et un acheteur, où le prix des objets peut faire l'objet de négociations très âpres. Eh bien, c'est le registre marchand qui va être considéré comme le registre juste, c'est-à-dire, grosso modo, qui renvoie à la question du marché. Pas forcément à la valeur technologique de l'objet, sur la valeur d'utilité, pas forcément à la valeur domestique. Je ne te fais pas payer. C'est un prix d'amis. Quand on dit c'est un prix d'amis, ça veut dire qu'on sort de la cité marchande pour entrer dans la cité domestique. C'est parce que je t'aime bien, parce que tu fais partie de mon entourage, que je te fais payer un prix moindre. C'est un registre de justification du prix. Vrai ou pas vrai, peu importe. Que le prix soit un prix d'amis. Mais il sort du registre du marché, alors que l'idée du juste prix, y compris dans l'émission de télévision qui porte ce nom-là, c'est l'idée du prix qui est fixé par le marché, c'est-à-dire par le fait de l'offre et la demande, qui est la rationalité principale de fixation du juste prix. Mais qui n'est peut-être pas la seule, c'est là l'intérêt. Enfin, la dernière cité, qui est peut-être à contrario de la cité marchande, la
la cité la moins évidente et pourtant tout aussi importante, c'est la cité inspirée, qui renvoie à des registres de valeurs en matière de créativité, mais d'une créativité qui n'est pas simplement technique et de l'efficacité. Si tel objet technique est utile et efficace, une automobile, un vêtement, etc., qui protège bien. Et ça, c'est la société industrielle. Mais là, si vous achetez un vêtement et que c'est pas la marque qui vous intéresse, ni son côté efficace parce qu'il protège du froid ou d'autres choses, mais vous l'allez l'acheter parce qu'il est à la mode. La manière dont il est coupé, etc., ou les motifs, les couleurs, sont à la mode. Et donc cette référence à la mode, c'est-à-dire à l'esthétique, renvoie à la cité inspirée. C'est-à-dire qu'on va trouver ça beau. Pourquoi? Parce que c'est la beauté ou l'élégance, etc. C'est un registre de justice. C'est dire, voilà, celui-là, c'est les tons justes, hein, il est dans le bon ton, dans le ton juste, parce qu'il y a une justesse de l'esthétique, ou une justice de l'esthétique, et que cette justice de l'esthétique, d'où provient-elle? Ben, on n'en sait rien. C'est mystérieux, voire c'est mystique. C'est-à-dire que c'est un créateur, c'est un grand couturier qui fixe l'élégance du vêtement. Et donc de celui qui le porte. Ou son élégance, ou son originalité, ou son esthétique en général. Alors on pourrait dire, c'est spécifique aux vêtements. Non. Toutes les actions sociales, tous les objets sociaux ont une dimension esthétique plus ou moins importante. Les bâtiments sont faits par des architectes et pas par des ingénieurs. Même s'ils ne sont pas tous beaux, il y a toujours une touche de créativité. Évidemment, au cœur de la cité inspirée se trouve l'art, finalement, les artistes, qui tirent leur inspiration de quelque chose qu'on ne sait pas, on appelle ça le talent. Le talent, c'est vraiment une capacité de créativité dont on ne connaît pas très bien, ou le don, d'avoir un don, on ne connaît pas très bien l'origine, et cette origine, elle provient de quelque chose de mystérieux, voire de mystique, en tout cas de ce qu'on appelle couramment le génie, c'est-à-dire quelque chose qui est issu peut-être d'un don de Dieu. Donc c'est la cité inspirée. Alors pour un peu mieux illustrer le propos, et voir en quoi ces registres de justice sont très importants pour le fonctionnement d'une société, je donne des exemples d'actions extrêmement banales.